Salut, c'est Pierre Amiche. Ce podcast, c'est l'histoire d'un gars qui conçoit la vie qu'avec le sourire aux lèvres. Même les choses les plus difficiles, il garde le smile. Lui-même dit qu'il est solaire, en tout cas en dehors du terrain. Parce que sur le pré, Brice Mac est plutôt du genre tempétueux. Catalan jusqu'au bout des ongles, le talonneur était un farouche et redoutable combattant. Un goût pour les mêlées et pour la chicane qui lui aura peut-être permis de tout surmonter. Que ce soit à Perpignan, son club de cœur qui lui dit de partir, Béziers, puis Montauban qui dépose le bilan, ou quand tout juste arrivé à Castres, il apprend qu'il est victime d'un cancer. Tout ça, à chaque fois, c'est juste un combat de plus. Brice Mac, c'est une leçon de vie, donnée en riant et sans jamais être donneur de leçons. Voici donc le podcast de Brice Mac, le guerrier de Poyestre. Et pour Ok. ce nouvel épisode de Ruby Brut, je suis avec un joueur à qui ça colle plutôt bien finalement. Brice Mac. Salut Brice. Salut Pierre. Merci d'être avec moi, c'est trop chouette. On s'était croisés au temps jadis, il y a très longtemps, dans les locaux de l'équipe. Bon, c'est normal que tu t'en souviennes pas, j'étais un tout petit journaliste, j'étais caché en régie. Voilà. On va revenir ensemble sur ta carrière, en long, en large, en travers. On va tout voir, tout balayer, ça va durer 5 heures. Non, non, pas du tout. Est-ce que tu as déjà fait cet exercice de te replonger sur ton parcours? Pas trop, pas spécialement. Je suis plus une personne qui aura plus devant que derrière, mais de temps en temps, il faut savoir s'arrêter et jeter un œil. Donc, c'est pour ça que ce podcast est intéressant aussi. Ouais. Alors, on va revenir à l'endroit où tu es né, qui va avoir beaucoup d'importance. Tu es né à Perpignan. C'est ça. Pourtant, tes racines sont un petit peu plus loin, sont à Polestre, si je dis pas de bêtises. Poyestre, ouais. On Dans ton prononce coin. Poyestre. Ouais, Ouais, c'est Poyestre? ouais, c'est Ah, ça. bien sûr. Bah oui, de L. Quel idiot. Eh oui. Ton papa a été adjoint à la mairie là-bas et puis maire de 89 à 2020. Donc, j'imagine que ce genre de proximité avec la ville fait que bah, t'es forcément marqué par Poyestre. Quelle enfance tu as dans cette petite ville de 5000 habitants? J'ai une enfance très simple, en fait, voilà, avec mes parents qui étaient très présents et surtout à base de sport. Voilà, on faisait beaucoup de sport. Euh, Beaucoup de choses tournaient autour du rugby, clairement. Et puis après, on allait, avec mon frère, on allait s'amuser dans les vignes. Donc, il y a rien d'extraordinaire. C'est un petit village qui quand mon père est passé maire, en fait, il y avait 2000-2500 habitants. Maintenant, il y en a 5500, je crois. Donc, qui a vraiment doublé de population. Quand on y était, franchement, ça bougeait pas trop. Mais avec mon frère, comme on bougeait beaucoup et qu'on était quand même pas mal sur Perpignan parce que je faisais mon collège à Perpignan. Voilà, c'est une petite enfance tranquille, entourée de ma famille, de mes amis très proches, et puis rien d'extraordinaire, mais beaucoup d'amour et de passion autour du rugby. Ton papa y a joué. C'était dans une région très rugby aussi, à tel point que j'ai lu que quand tu avais 4 ans, tu pleurais derrière la main courante parce que toi aussi tu voulais jouer. C'est ça, c'est ça. Ben ouais, comme je te disais, hein, c'est tout tourné autour du rugby. Mon père a commencé par la boxe et il a fini au rugby. Donc oui, quand mon frère s'entraînait, donc moi j'étais trop jeune parce qu'il est plus grand, il est plus âgé de 3 années. Et donc quand j'en avais 4, que lui en avait 7, ben moi j'avais pas le droit d'y aller sur le terrain et lui s'entraînait. Et moi c'est vrai que j'étais curieux de ce sport et que je voyais que tout le monde s'amusait. C'est vrai que à chaque mercredi, c'était un peu un calvaire pour mes parents parce que mon frère s'amusait et moi je pleurais de l'autre côté. Donc au bout d'un moment, ils se sont dit, on va arrêter le calvaire, hein. C'était il y a quand même un peu plus de 30 ans et c'est vrai qu'on prenait un peu plus de risques peut-être à cette époque-là. Mais du coup, ils m'ont jeté sur le terrain et je me suis régalé. Je me suis clairement régalé et puis je ne suis plus jamais ressorti. Qu'est-ce qui t'a tout de suite convaincu? C'est l'aspect combat, l'aspect collectif, partager des choses avec les copains, ou c'est vraiment le jeu, le fait d'être dehors avec un ballon? Ou peut-être même Bon, pas je à la pense fois. qu'à cet âge-là, il y a quand même beaucoup le jeu d'être dehors et puis très rapidement le combat, mais plutôt le combat collectif, parce que combattre seul, c'est une chose qui moi, m'intéresse pas plus que ça. Par contre, avoir une cause commune, avoir un objectif commun et se battre les uns pour les autres, ouais, ça, rapidement, ça m'a pris au ventre. Mais ce jeu m'a plu. Ce jeu m'a plu dans un premier temps.
Et j'ai toujours essayé de garder ça en mémoire, que c'était un jeu qui me plaisait et qui devait me plaire. Et si un jour ça m'a mené à ce que ça me plaise plus, je me suis toujours dit que il fallait que j'arrête clairement. Bon, avant d'arrêter, il y a quand même le début. Le début Faut commencer. à Perpignan. Enfin, à partir de quand les choses deviennent sérieuses? Parce que il y a évidemment le petit garçon qui découvre le rugby, puis l'adolescent qui se construit à travers ce sport-là. Mais à quel moment tu passes à quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus structuré, et puis là où tu te dis, OK, je joue avec un enjeu, quoi. Bien sûr. Plutôt rapidement, mon père et mes parents sont des personnes qui aiment anticiper les choses. Après, à tort, à raison, ils aiment anticiper. Et si on doit organiser quelque chose, autant bien l'organiser, autant bien faire les choses. Donc, très rapidement, je devais avoir, ouais, à partir de 15 16 ans. Euh, c'est allé quand même assez vite parce que quand je suis arrivé à l'USAP, j'étais Benjamin première année, si je dis pas de bêtises. Et mon père est allé voir les dirigeants de l'USAP en disant, attention, mon fils est costaud, il peut faire mal aux enfants. Bon, parce qu'en fait, à chaque tournoi que je faisais, j'étais quand même d'une corpulence assez. J'étais plus évolué que les autres à ce niveau-là, j'ai grandi plus vite. Et c'est vrai que je faisais mal aux gamins de ma génération. Et ça a été un petit traumatisme que j'ai vécu à tous mes tournois, c'est-à-dire que tous les parents demandaient ma licence, demandaient ma date de naissance parce qu'ils pensaient que je ne faisais pas partie de cet âge-là. Et comme je faisais mal très rapidement aux enfants, voilà. Donc l'équipe de Poyestre a commencé à faire une restructuration donc, au niveau de l'école de rugby. Et mon père a dit, bon, écoute, si tu veux qu'on aille tenter à l'USAP, on peut. Si tu n'as pas envie, on n'y va pas. Mais c'est le moment. Il dit, voilà, à Poyestre, on ne sait pas quand est-ce que ça va redémarrer. Donc, il me dit, c'est le moment. Comme j'aime bien les défis, je dis, bon, ben, on y va. Et quand on y arrive, donc comme je te disais, le premier mercredi, mon père il va voir les dirigeants en disant, bon, attention, mon fils est costaud. Voilà, je ne sais pas trop quoi en faire, mais regardez, tenez, faites attention, quoi. Les dirigeants ont une réponse qui est totalement, enfin, qui est drôle parce qu'ils lui ont répondu, bon, écoutez, on est à l'USAP, monsieur Mac, vous inquiétez pas, on sait gérer ce genre de gamin. L'air de dire, bon, allez, Et en comme tant ça, que j'en vois plein. parent, Ouais. voilà. En tant que parent, gère tes affaires. Nous, on sait gérer, on gère les gamins depuis des années. Donc, et là, ben, première action, ça n'a pas raté. Je crois que j'ai fait mal à deux, trois enfants sur la même action. Les éducateurs, ils arrêtent tout. Ils disent, bon, c'est bon, stop, on arrête. Il fait mal à tout le monde. Il faut qu'il monte de niveau. Donc, ils vont voir les éducateurs. Bon, mon père, en lui disant, est-ce que vous pouvez attendre, je crois que c'était trois quarts d'heure ou un petit peu. Il y a l'entraînement des deuxièmes années qui va commencer. On va l'embrayer avec les deuxièmes années. Mon père, il dit, oui, oui, pas de souci. Enfin, il me demande à moi d'abord. Il me dit, est-ce que ça te dit? Bien sûr, on y va pour jouer au rugby, il n'y a pas de problème. Donc j'attends sur le bord et puis avec les deuxièmes années, bon. Je commence avec les deuxièmes années et même chose, hein, je fais mal aux enfants. Voilà. Les éducateurs arrêtent et ils disent, bon, ben, écoutez, est-ce qu'on peut attendre un peu? Je crois que c'était les minimes, enfin Benjamin minime. Il y a les minimes qui vont faire les minimes première année. Donc, ben, du coup, j'étais à mon niveau avec les minimes première année. Donc très rapidement, il y avait quand même cette vision de se dire, bon, attention, le gamin, il a quand même deux années d'avance, rugbystiquement parlant. Donc, il va falloir bien gérer ça. Et si on gère ça bien, après, on verra ce qui peut arriver, quoi. Donc, l'idée, elle est. Enfin, l'idée. L'organisation, elle est quand même arrivée assez rapidement. Et je dois dire que mon père m'a toujours mis en garde en disant que c'est pas parce que j'étais bon très petit que je serai bon plus tard. Donc de dire attention qu'à le niveau physique, ben, à un moment donné, ça va se rattraper, mais il va falloir que tu ailles trouver d'autres qualités parce que sinon, ben, tu feras autre chose que du rugby, quoi. Ce passage à Perpignan, il va durer, puisque tu vas aller jusqu'aux espoirs. Euh, Seulement, à ce moment-là, bah, l'USAP déjà est un club énorme. Les talonneurs en équipe première s'appellent Michel Cognac et Marius Tinku. Chez les jeunes, c'est Laurent Sampéré, puis Guillaume Guirado qui va arriver. Cette densité-là fait que tu comprends que ça va être difficile de t'imposer à l'USAP ou pas tout à fait. C'est pas pour ça que tu t'en vas en tout cas.
On le comprend rapidement. On le comprend rapidement et avec Laurent Sampéré et moi, on le comprend rapidement. Faut dire que tous les trois, avec Guillaume, on est quand même international de nos générations. On est Ah, trois bien sûr. internationaux talonneurs. Donc c'est quand même énorme. Laurent de l'année 1985 et Guillaume et moi de 1986. Guillaume qui était pilier gauche et moi qui étais talon. Donc dans un premier temps. Au moment de passer, donc on était en Réchelle première année. Au moment de passer Réchelle deuxième année, on vient me voir, on me demande est-ce que tu vas être surclassé en espoir? Je dis bien évidemment. Enfin, ce sont des choses qui sont difficilement refusables. Donc oui, bien sûr, sachant qu'au-dessus, il y avait Laurent Stampé. Et donc, c'était une concurrence avec Laurent. Et Guillaume, à ce moment-là, de Réchelle, il passe talon. Il se forme au talon en Réchelle. Donc la saison se passe. Je joue pas trop parce que Laurent, il était contrat pro. Et il fallait savoir qu'à cette époque-là, il fallait que le contrat pro espoir, il joue. Parce que s'il y avait de la casse ou s'il y avait un blessé au-dessus, c'était lui qui montait. Voilà, c'était la hiérarchie qui était établie. Et puis voilà. Donc je le savais, c'était à moi de faire mes armes. Je l'ai accepté comme ça. Et ça m'allait très bien ben, toujours pareil, hein. Il y a des défis dans la vie qu'il faut accepter. Et après, ben, soit on les réussit, soit on les réussit pas. Et là, ben, la saison est un peu complexe parce que je joue pas beaucoup pour maintenir en forme Laurent. Et donc, du coup, je perds un petit peu à niveau. On n'entend pas trop parler de moi. On nous dit en plus, avec Laurent, qu'on va faire le stage intersaison avec les pros. Laurent le fait, il est pro. Moi, on me le dit aussi, je le fais pas. Et la saison d'après, ce qui se passe, c'est que Guillaume passe, et il fait l'intersaison avec les pros. Donc en gros, avec Laurent, on comprend très vite que Guillaume est mis en avant et que ben, Laurent et moi, ça va être plus dur, ça va être plus Oui. long. Vous êtes Donc numéro 5 ou 6 dans la hiérarchie d'un poste où il y a ouais, un gars qui joue et deux c'est sur la ça, feuille. Donc, c'est c'est ça. très difficile. Puis à cette époque, on ne pensait pas au talonneur troisième, au quatrième, on ne recrutait pas en fonction d'eux. Il y en avait trois et puis basta, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui puisse pas plus marcher. S'il y avait plus de mission, ça jouait sans s'arrêter. Et Marius et Michel Monument. ce sont des monuments du rugby français. Donc c'était très dur d'aller grappiller du temps de jeu. Donc on comprend sur la deuxième année, enfin sur ma deuxième année espoir, que ça va être compliqué, quoi. Que ça va être compliqué. Tu vas trouver refuge chez l'ennemi héréditaire, 97 kilomètres de là, Béziers, C'est où tu loin. vas faire tes premiers pas en C'est très loin. 2006. Oui. Euh, Là-bas, c'est toujours un peu la même culture. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Tu débarques en Pro D2 dans un club mythique, mais qui connaît un creux. Le premier de, peut-être même ça fait 3 4 ans que c'est un peu difficile. Euh, Tu t'éclates à Béziers? Je me régale. Je me régale. Je me régale et alors je connais pas trop les autres régions, mais un Catalan qui part de Perpignan, c'est dur. C'est très, très, très dur et il n'y a rien dans l'entourage qui te facilite la chose. Je pense que quand tu es dans des grandes villes, l'ambiance fait que ben, tu es certainement amené à partir, ça bouge. Quand tu es à Perpignan, tu restes à Perpignan parce que les vacances, ça se résume à la plage, tu es à Perpignan. À la montagne, tu vas à Font-Romeu, tu restes à Perpignan. Tu veux changer de pays, tu vas en Espagne, tu restes à Perpignan. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se disent je vais bouger pour faire quoi? Bon, donc ça, c'est un peu l'état d'esprit. Donc, pour moi, c'est quand même assez dur, entre guillemets, de partir à Béziers. Mais après, voilà, mon père, il me dit si tu, enfin, il y a des opportunités dans la vie. Si tu prends pas celle-là, ça risque d'être très compliqué derrière. Donc, une semaine avant la fin des transferts, il y a Béziers qui m'appelle. Bien évidemment, je ne demande même pas enfin, le salaire et compagnie, je m'en foutais. Ils m'auraient filé à 300 euros, c'était la même chose, hein. Moi, ce que je voulais, c'était jouer au rugby. Et puis à l'époque, le choix de Béziers était quand même un peu dur dans le sens où c'est aller en Pro D2. Et à l'époque, la Pro D2, ben, c'était un peu s'enfermer. Et j'ai quand même pris le parti avec ma famille de tenter le coup et d'aller en Pro D2. Donc, comme tu disais, je passe 2 saisons où ben, moi je m'éclate. Il y a Je toujours le m'éclate. même schéma, hein, Brice, en plus, dans tes saisons. La première, c'est pour apprendre, et la deuxième, tu t'imposes. C'est un schéma Ouais, que tu répètes quasiment partout où tu es passé.
La première année, je crois que tu es en concurrence avec Jean-Philippe Genevois. Non, Non, Bon Repos. bon repos. Bon Repos. La première année. La deuxième année, tu passes devant. Et Béziers, finalement, la première année, demi-finaliste. La deuxième est un peu plus compliquée, mais tu as du temps de jeu. Et puis, tu l'as dit, la Pro D2 à l'époque, c'est c'est pas le. Comment dire ça poliment? Bon, tu vas te déplacer à Gaillac, tu vas te déplacer à Tarbes, il y a des endroits où tu es attendu, quoi. Tu vois, C'est ça. c'est difficile. Quand tu es un jeune talonneur, tu apprends le métier. C'est ça. Et c'est ce que je recherchais, de montrer que j'étais mature, que j'étais mûr. Et que même si j'avais 18 ans, que j'étais capable de tenir un discours quand même assez clair, avec une volonté assez intense, et de le démontrer de par mon jeu. Donc voilà, pendant ces 2 saisons, et c'est très bien le distinguo que tu fais, c'est que il me faut un peu de temps peut-être pour analyser les choses, pour voir comment ça fonctionne. Et une fois que ça fonctionne, après, je sais où j'allais, je sais où je vais, je sais comment y aller et j'avance vite. Donc, ça a été un peu le distinguo pendant toute ma saison, pendant toute ma carrière. Et effectivement, Béziers, ben, il me faut une petite année pour voir où je mets les pieds, pour voir ce qu'on me demande, pour voir le besoin de cette division. Et puis, je m'éclate avec comme entraîneur Olivier Saïssé, qui fait partie des pontes des entraîneurs du rugby français, quoi. Bah, quand tu Et, arrives, d'ailleurs, il est en contact avec le 15 de France. On parle de lui pour peut-être intégrer le 15 de France. voilà. Et il est en Pro D2 à Béziers. Ouais. Mais c'est du CIC, Olivier, voilà, c'est un homme qui était en marge un peu de tout le monde. Et son management, clairement, il m'a séduit. Il était dur, mais il y avait du cœur quand même dans son ouvrage. Et il a réussi à me prendre par le bon bout. Il a réussi à me prendre par le bon bout. Et clairement, il m'a apporté ce dont j'avais besoin. Donc, la première année, comme je te dis, ben, à tâtons. Et la deuxième année, j'ai eu beaucoup plus de temps de jeu, même si la première année, j'en ai eu quand même. Ouais, je crois que la première année, tu fais 800 minutes parce que, tu sais, moi, je suis un homme de stats, j'aime les datas. Et la deuxième, tu es quasiment à 1200. Donc voilà, il y a un gap qui a été passé. Et puis en termes de titularisation, 8 titularisations, 24 feuilles. Et la deuxième année, 15 titularisations, 24 feuilles. Donc clairement, on voit que tu es passé numéro 1, tout simplement. Ouais, 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 c'est ça. Et puis, je m'éclate en plus avec des personnes. Je suis dans un monde d'adultes avec un état d'esprit d'enfant. Donc, moi, clairement, pendant 2 saisons à Béziers, j'ai passé 2 belles saisons. Et ça se termine avec voilà, le club, il coule. Ils partent en Fédéral 1. Et c'est, ouais, ouais. Ça aussi, c'est un schéma qui va se répéter. On va y revenir dans quelques instants parce que, évidemment, tu arrives titulaire en Pro D2 dans un club où tu as du temps de jeu. Repartir en fédéral, c'est un peu compliqué. Mm. Et il y a un club qui a l'air séduit par ton profil, qui est le SUA. Tu te retrouves à Agen. Mais il se passe un truc un peu marrant. En tout cas, avec le recul, c'est un peu marrant. C'est que tu pars t'entraîner avec Agen, mais tu n'es toujours pas libéré. Alors ça, c'est avec Ah, Montauban. pardon, je te dis, ouais, mais je me mélange les T'as pinceaux. sauté. Ah, T'as sauté bien une sûr, étape. tu es recruté. Non, mais n'importe quoi, là. J'ai fait un saut La de. même chose avec Montauban. Tu vas signer à Montauban. Je reprends. Il se passe un truc marrant, c'est un peu drôle. Non, oui, c'est que tu signes à Montauban avec un effectif pour l'occasion. Déjà, tu montes en top 14, donc c'est un pas franchi. Et tu découvres le top 14 avec une équipe de fous. Mathias Roland, Caballero, Diarra, Rosalène, Fortassin, Antoine Battu, Scott Murray. Derrière, tu as quelques ovnis, de la Sao, Avramovic, Rida Jawer qui va arriver. Et puis un duo d'entraîneurs qui va marquer ta carrière et ta vie d'homme, Laurent Labitte, Laurent Travers. Pourquoi tu vas à Montauban? Parce que c'est le top 14 ou parce que là encore, comme avec Olivier Saïssé, il y a un discours qui arrive à te convaincre. Tu sens que c'est l'endroit où il faut aller. Déjà, j'avais pas pléthore de clubs qui tapent à la porte, pour être très, très clair. Mais ensuite, Montauban, il faut savoir une chose, c'est qu'ils me recrutent parce qu'ils se qualifient en H-Cup. Ouais, Et ça permettait donc à Toto Travers enfin, il était dans l'obligation parce qu'en termes d'effectifs, il fallait un troisième talonneur obligatoirement. Et s'il n'était pas qualifié, ben, il ne me recrutait pas.
Donc ça se joue face à un match contre Albi où ils doivent gagner absolument pour être qualifiés en H-Cup. Donc c'est l'objectif qui s'était fixé parce qu'ils étaient voilà. Et ce match contre Albi à Montauban où Albi ils sont bas dans le classement et à la mi-temps je crois qu'Albi mène du style un 14-0, un truc. Ouais. Bon. J'étais en dépression un peu devant ma télé. Euh, et Et puis, euh, et là, puis je tu te me dis, dis ah que merde, ça va peut-être pas le faire là. c'est ça, c'est exactement ça. Et puis, remontada donc, de Montauban qui gagne ce match. Et très rapidement, Toto reprend contact avec moi pour avancer. Montauban, ça s'est plus fait. C'est Toto Travers qui a eu retour de moi, de par quelques relations avec qui je jouais, des joueurs avec qui je jouais, surtout Brice Miguel, qui a eu beaucoup Laurent Labitte et Laurent Travers, qui a fait passer le message en disant que ça valait le coup et qu'il fallait tenter l'affaire. À l'époque, il y avait pas les mêmes vidéos que maintenant, il n'y avait pas autant d'infos. Ça fonctionnait beaucoup au bouche à oreille, ça fonctionnait beaucoup à l'état d'esprit du garçon et s'il était travailleur ou pas. Et effectivement, ça s'est fait avec Montauban. Et comme tu disais, quand je signe à Montauban, Béziers n'annonce pas qu'ils sont mal financièrement. Donc, c'est-à-dire que, en tout bien, tout honneur, moi, je finis mon contrat, j'ai un club top 14 qui m'appelle, j'y vais. Et puis, au fur et à mesure de la fin de saison, ben, on se rend compte qu'il y a des problématiques. Montauban me signe et il y a des frais de, comment ça s'appelle, des frais de, euh, Ouais, de mutation, entre guillemets. Enfin, voilà, des frais de formation. voilà. Et comme j'ai des sélections jeunes, comme j'ai quelques matchs en Pro D2, au lieu que ce soit l'USAP, c'est Béziers qui doit prendre un peu d'argent. Euh, Ça bloquait parce que Montauban n'avait pas énormément d'argent. Donc, en négociation avec mon agent, avec mon père, un petit peu avec moi, j'étais quand même jeune à cette époque-là. euh, le président à cette époque-là de Béziers dit, écoute, on ne va pas griller un gamin, on ne bloque pas avec les frais de formation. Bon. Changement de présidence, besoin d'argent, fin de saison. J'attaque la saison avec Montauban et le nouveau président. Donc, au bout d'une semaine d'entraînement, le nouveau président de Béziers demande à ce qu'il y ait des frais de formation. Comme il y a besoin d'argent, il demande à ce que les frais de formation soient payés. Et là, Montauban, Toto, il me reçoit, il me dit, écoute, je ne peux pas les payer, clairement. C'est pas que je ne veux pas de toi, mais je ne peux pas les payer. Donc, il me dit, ben, il va falloir qu'on trouve une solution, sinon on ne pourra pas le faire. Et donc, ben, c'est un peu l'histoire de ma vie, hein. Ça s'est quand même débloqué. Tout le monde a entendu un peu raison en disant que bon, il y avait un gamin quand même qui était au milieu, il y avait un club qui en avait besoin, un autre qui n'avait pas spécialement besoin. Donc, au lieu de retourner à Béziers pour repartir sur un contrat et Ouais. finir en fédéral, je crois que c'était une ou deux, je sais plus. Ben, du coup, il y a eu arrangement et ça s'est débrouillé pour que je puisse démarrer ma carrière en top 14. Donc, cette saison, on est en 2008-2009. Là encore, une saison pour apprendre, mais tu apprends vite. 21 matchs, 12 titularisations en top 14, et puis surtout l'aventure H-Cup, dans laquelle Montauban, c'est pas qu'il joue pas le jeu, mais il n'y a pas forcément l'effectif pour être énorme sur les deux tableaux, mais tu vas disputer des matchs de fou dans des stades de dingue, et tu vas carrément connaître tes premières sélections. Alors, c'est pas l'équipe de France classique, c'est pas une compétition normale, c'est la Coupe des Nations avec l'équipe de France A, mais c'est l'antichambre des Bleus. Tu joues en top 14, tu as 23 ans, je crois. Tu joues en top 14, en Coupe d'Europe. Tu as les honneurs d'un maillot bleu avec, je vais citer quelques noms de joueurs quand même que tu accompagnes ou qui t'accompagnent dans cette aventure, qui sont Yann Maestri, Rafa Lacafia, Julien Thomas, Johan Huget, Yannick Forestier, Luc Ducalco, Rémi Grosso, Jérôme Pourrical. C'est l'antichambre des Bleus. À ce moment-là, tu sens que tu passes un cap en 2009. Je sens que ça me tombe sur un coin de la gueule, en fait, tout simplement, pour être un peu vulgaire. Parce que, comme je te dis, euh, je cherche à évoluer de jour en jour à ce moment-là, en fait. Donc, un match titulaire pris, pour moi, c'est un week-end de gagné sur mon évolution. Et je me pose pas de questions par rapport à tout ça, par rapport à l'équipe de France, tout ça. Voilà, mon objectif, c'est d'amener mon corps et mon niveau au maximum
Et puis après, comme je fonctionne beaucoup au mérite, je me dis si tu mérites un jour, tu seras au maximum et puis on verra ce que ça peut donner. Et à ce moment-là, voilà, j'ai 22 ans, je crois. Je fais une bonne saison avec une bonne première saison, une bonne première petite saison avec Montauban. Et il faut pas oublier que, comme tu disais, l'année avant, moi, je jouais contre Gaillac à Gaillac. Euh, Toulon aussi, pour dire qu'il y avait quand même des grosses écuries, donc il y avait vraiment un gap entre les deux. Mais moi, ce que je me souviens surtout de cette saison-là, c'est un match au Munster Ouais. où on perd de 2 points, où je tairai le nom de la personne qui fait la faute à la 77e, parce que c'est moi. Donc, on met 2 points pendant tout le match. Et là, Toto, il met, à juste titre, donc on joue au Munster, je resitue un peu, on joue au Munster. Le Munster C'est la moitié de qui... l'équipe. C'est bah, le pack de l'équipe d'Irlande, hein. C'est Exactement. Oran, Flannery, Ace, O'Callaghan, O'Connell, Quinlan. Je pense qu'il y a Wallace. Il doit y avoir Ouais, Stinger O'Gara. Enfin, c'est une immense équipe. Dougolette, Keith Earls. Il y a, c'est je énorme. pense, Maffy, Warwick. Enfin, voilà, C'est énorme. monstrueux. C'est énorme. Et en face, tu as des joueurs qui étaient soit blessés, qui revenaient de blessures sans être complètement entraînés. Des mecs comme moi qui jouaient pas trop. Il y avait Régis Espinaz, Antoine Batude. Et c'est là, en fait, où on s'est fait un petit peu notre bonhomme de chemin en montrant qu'on était présent et qu'on était capable de. Et je me souviendrai toujours du discours d'avant-match de Toto Travers qui dit comment vous voulez que je vous motive? Je ne peux pas vous motiver. Ça, c'est à vous de vous le prendre en compte. Il dit pour les avants, il y a 7 internationaux irlandais. Il dit le huitième, je crois qu'il est Tongen ou Samoa. Donc, nous, comme je te disais, on sortait de Pro D2. Eux, ils étaient montés de Pro D2 2 ans avant avec Montauban. Et moi, j'arrive là, face à, comme tu dis, Jerry Flannery, Peter Stringer à 9, Ronan O'Gara à 10. Ça fait, bon, ça fait quand même du beau monde. Et puis, en plus, ils inaugurent leur nouveau stade. Donc, un supplément d'âme qui est au Munster, c'est quand même assez incroyable. Et quand on voit le déroulé du match, ben, on maintient le match, on leur met un peu le bouillon, on les perturbe. Une défense très agressive. C'est sûr qu'on ne fait pas le meilleur jeu au monde, mais par contre, il y a 15 joueurs donc de Montauban qui s'envoient et qui plaquent à deux, qui courent à deux. Et en fait, on est partout sur le terrain, on se déplace partout. Et, euh, et puis, on se retrouve à ce qu'il y ait une pénalité à 77e, que Ronan O'Gara rentre. Mais franchement, si on gagne le match, il n'y a rien à dire, quoi. Ah, c'est pas un scandale, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Non. Et pour le huitième, c'était un international, enfin, aux portes de l'équipe sud-africaine. C'était Justin Ah, May. voilà. Ah, ben voilà. Ben, c'est ça. C'est ça. J'ai Donc, ouais. retrouvé. Tu vois? Et non, mais match référence qui lance aussi un peu la saison de Montauban. Sapiac était déjà une forteresse l'année avant que tu arrives. Ils avaient perdu qu'un match face à Toulouse. Et c'est une équipe qui, en dépit des résultats, je crois que c'est 10 victoires, 14 défaites. Vous finissez huitième à portée de fusil des qualifications. Enfin, c'est une saison inespérée pour le 13e budget du top 14, quoi. 13e budget du top 14, et puis il n'y a pas de surprise, parce que l'année avant, il l'avait déjà fait. Tu sais, il y a toujours le coup de surprise, il y a toujours, là, il n'y avait pas de surprise, premièrement. Et puis, deuxièmement, il y avait une année avec la H-Cup. Il faut savoir que la gestion de groupe elle est totalement différente, elle est dure. Pour un si petit club, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et c'est là où, en fait, nous, on s'est éclaté. On s'est éclaté avec des mecs comme Karim Ghezal, avec des Sylvie Florea, avec des Bogdan Balan, des Antoine, comme j'ai cité, des Scott Murray, des Mathieu Clarkin. Il y a Ibou Diarra, Yannick Kaba, enfin moi je vais en oublier, hein. Mais avec cette bande-là, c'était clairement, j'ai passé 2 saisons en Montauban qui étaient clairement extraordinaires. Avec un pilier que j'aimais d'amour, Monsieur Sa, qui Ah, était, Ben. qui était juste colossal. C'était une équipe, je ne sais pas pourquoi, quand j'étais gosse, peut-être les couleurs, c'était peut-être l'ambiance de Sapiac, c'était peut-être le jeu, parce qu'il y avait un jeu hyper aéré, et puis quelques ovnis. J'ai cité tout à l'heure Rida Jawer, qui est passé sous les radars, mais quel joueur incroyable, quoi. Enfin, Ouais. c'est une équipe enfin bon, on s'en fout de moi, mais j'adorais cette équipe-là, et j'étais très triste, d'ailleurs, que cette équipe descende pour des mauvaises raisons, pour des raisons Mm. financières. Là encore, l'histoire se répète. Après Béziers, Montauban.
malheureusement, tu dois quitter le club parce que à l'issue de la saison, de ta deuxième saison, tu vas une nouvelle fois t'imposer comme titulaire. Et à l'issue de la deuxième saison, le club est relégué. C'est une vague de départ inévitable, puisque s'en vont une large partie de l'effectif, Ouais. les coachs, forcément. Toi, tu vas prendre la direction, cette fois, d'Agen. J'ai une seule question par rapport au SUA. Ça fait quoi de jouer avec Rups? Ah, et j'ai pas joué avec lui, moi. C'est vrai? Ouais, il devait arriver, il n'est pas arrivé. Ça a Ah, été compliqué. Je crois que c'est. c'est Ouais, et je l'année crois où que il revient pas des îles? je crois qu'il revient pas des îles. Et si ma mémoire est bonne, il signe à Toulouse à ce moment-là. Donc, Je suis c'est-à-dire qu'au lieu dégoûté. de revenir à Agen, Je suis dégoûté parce que j'avais enfin quelqu'un qui pouvait me dire ce que ça faisait de jouer avec un gars comme ça, quoi. Bon, non, non, après, non. tu J'ai as joué entendu avec beaucoup de d'autres discours sur mutants, mais lui. Ouais, ouais, après, j'ai joué avec d'autres, mais j'ai entendu beaucoup de discours sur Rips, mais non, j'ai jamais joué avec lui, non. à Agen, ça se passe pas mal, mais pas terriblement bien non plus, parce que la saison, c'est une galère. Le club se sauve, mais la saison est difficile. À la 16e journée, vous êtes encore relégable dans un championnat ultra concurrentiel et ultra dense. Est-ce que cette année au SUA, tu arrives à t'imposer, à prendre du plaisir ou c'est trop difficile quand tu es en difficulté? Trop dur pour moi. J'arrive dans un nouveau groupe. Je suis pas du style à être compliqué à m'adapter. Mais j'arrive dans un nouveau groupe et puis il faut dire ce qui est. J'étais pas bon. J'étais clairement nul. Incapable de jouer un 2 contre un, incapable de faire un lancer propre, incapable d'être bon en mêlée, incapable, ce qui faisait un peu mes forces, incapable de pouvoir ouais, de pouvoir le mettre en place, clairement. Donc, non, cette saison a été très difficile parce qu'en plus, ben, l'équipe était dans le dur. Moi, j'étais encore plus dans le dur que l'équipe. Donc, je n'arrive pas trop à m'intégrer parce que j'arrive à bien m'intégrer quand je joue. Il y en a qui ont cette capacité à s'intégrer sur. Mais quand je me sens à l'aise sur le terrain, c'est là où j'arrive vraiment à m'intégrer. Et là, je sens clairement que je suis pas à l'aise, je suis pas bien et j'arrive pas à passer au-dessus de ce que j'étais capable de faire. Tu l'as identifié, les ressorts psychologiques qui font que tu n'as pas pu t'exprimer comme tu aurais aimé? Je pense que les ressorts, ils étaient plus dus à ma maladie. On va y revenir dans quelques instants parce que Voilà. c'était les prémices de ta maladie dont tu ignorais l'existence. Je Euh, pense. Je pense. qui font que finalement, tu n'as pas pu t'exprimer. Et puis après, il y a un phénomène logique dans la vie de groupe qui est que tu deviens légitime de par tes performances, en tout cas dans le groupe professionnel. Et donc, à partir du moment où tu n'es pas performant, même toi, tu baisses la tête, tu as peut-être moins envie de te mettre, de t'intégrer au groupe. Heureusement pour toi, à l'issue de la saison ratée, parce que la saison collective et personnelle n'est pas aboutie, une nouvelle fois, on va te tendre la main, ou plutôt tu vas convaincre, un staff que tu connais déjà, du côté du Castres Olympique. Et là, c'est le début de peut-être la plus grande aventure de ta vie. En tout cas, d'un point de vue extérieur, ça ressemble à ça, puisque tu t'engages au Castres Olympique avec un duo d'entraîneurs, ceux que tu as connus à Montauban, Laurent Labitte, Laurent Travers. Qu'est-ce qui fait que tu choisis Castres? Parce que c'est très bête, mais que ce soit Béziers, Montauban ou Castres, il y a un truc en commun, c'est une forte identité et une appétence pour le combat qui est évidente. C'est ce discours-là qui te séduit? C'est un ensemble de tout. C'est un ensemble de tout. Et que j'ai développé aussi en évoluant au fur et à mesure de ma carrière. Je me suis rendu compte qu'à Montauban, j'étais un peu plus joueur. Et petit à petit, je suis rentré un peu un peu plus dans le travail de l'ombre, en arrivant à Castres notamment. C'est une volonté en fait d'assumer son rôle. Et puis dans des clubs comme ça, ce sont des personnalités qui plaisent. Donc je me suis un peu adapté au club, mais sans trop me forcer non plus, quoi. Parce que c'est quelque chose que dans ma famille, en fait, on- ce sont des valeurs qu'on se transmet et qu'on veut qu'on m'a transmises et qu'on veut transmettre à mes enfants aussi. C'est-à-dire que rien n'arrive sans travail et si tu veux réussir, ben, faut bosser, faut bosser, quoi, clairement. Donc, et Castres, pour revenir sur Castres, clairement.
Oui, oui, certainement que indirectement, ça m'a attiré. Et puis, ça a été le premier club. Enfin, Toto a été le premier à venir me tendre la main quand ça allait pas trop à Gênes. Donc, il y a aussi ça. Donc, j'ai pas trop hésité à signer à Castres, clairement. Au CO, tu vas démarrer la saison et puis il y a des petites douleurs récurrentes au cervical qui te font passer des examens, des analyses, fin 2011. Et là, le diagnostic a de quoi faire peur. Tu vas attendre un cancer, tu as 25 ans, cancer de la thyroïde. Euh, J'imagine que tu t'es dit que tu allais devoir livrer un combat particulier cette fois. Comment tu encaisses la nouvelle? Est-ce que c'est un défi ou est-ce que c'est un coup de massue? Je vis les choses différemment. Je vis les choses différemment et tu veux que je te dise, je savais que c'était pas le cancer phase terminale. Je savais que c'était un cancer qui se soignait. Je savais que c'était. Mais en fait, la première chose, la première pensée, et je dis pas ça pour, mais j'étais soulagé. J'étais soulagé parce qu'en fait, Tu mettais le j'arrive doigt à sur comprendre. quelque chose. Ben, je mettais le doigt sur quelque chose et j'arrivais à comprendre pourquoi j'étais mauvais en fait sur le terrain. Et j'arrivais à comprendre pourquoi j'étais tout le temps fatigué. J'arrivais à comprendre pourquoi je faisais que me déchirer alors que je n'étais pas sujet aux déchirures. Et il y a tout qui s'imbriquait en fait dans ma tête en me disant, ben voilà, ça y est, enfin on l'a. Enfin, je l'ai. Maintenant, il faut le soigner. Je vais le soigner. Et là maintenant, bon, je sais pas le niveau que j'ai. Parce que, comme toujours, le haut de tableau top 14, peut-être que c'était trop haut pour moi, mais c'était de me dire, moi, dans ma tête, bon, ben, je vais vraiment montrer ma vraie nature, parce que ça fait 2 saisons où j'étais pas bon, où j'étais pas capable sur les bases de faire quoi que ce soit. Et en plus, j'étais un peu ronchon. Et il faut savoir que je suis quelqu'un de solaire. Je suis quelqu'un qui quand j'arrive quelque part, en fait, je suis pas là pour m'emmerder. Je suis là pour passer un bon moment. Et même dans les plus durs moments de la vie, il y a toujours quelque chose de positif à aller retirer. Et dans ce moment-là, en fait, quand j'apprends que j'ai le cancer, c'est pas du tout un coup de massue. Au contraire, c'est une voix qui s'ouvre à moi en disant, bon, ben, soigne ça et reviens vite. Soigne ça et reviens vite. Donc ce cancer, ouais, j'ai laissé traîner un peu là. J'ai laissé. Ouais, non, mais ça, c'est. Maintenant, quand on y pense, Ouais, j'ai. c'est ce que j'allais dire. C'est quand même un peu osé parce que tu décides de pas te faire opérer. Tu Pas finis de la suite. saison et tu Ouais, te pas fais de suite. opérer en 2012. Donc, tu es diagnostiqué fin 2011 et je crois que tu te fais opérer fin 2012. Ben, je me fais opérer, c'est pas compliqué, je me fais opérer à la fin de saison. Donc, pour moi, c'était impensable, si tu veux, De lâcher les de copains. couper, d'abandonner les copains, de couper avec le groupe. Pour moi, c'est impensable tout ça. Pour moi, tu te fais opérer quand tu es en vacances, tu te soignes pendant les vacances et quand tu reviens, comme si de rien n'était, tu reviens, quoi. Tu reviens. Et c'est pour Tu ça que sais, quand tu y penses, tu te dis, putain, ça reste quand même un cancer. Et quelques années après, tu te dis, c'est un peu osé, ouais. C'est un peu ouais. osé. Est-ce que les choses vont être aussi faciles que ça? Est-ce que ça va être aussi simple que je me fais opérer, je reviens et puis ni vu ni connu? Pour moi, c'était comme ça. Pour moi, c'était comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que le mental y est pour beaucoup. Comme je te dis, je suis quelqu'un de solaire, je suis quelqu'un qui ne voit pas les choses sombres. Je les vois toujours avec de la lumière. Et en fait, c'est après que je me suis rendu compte. Je me fais opérer. À la suite de l'opération, tu vois le chirurgien. OK. Après, j'ai fait des soins juste avant la chimio, c'est de l'hydrothérapie, donc en médecine nucléaire. Donc pendant 3 jours, donc tu n'as pas d'hormones thyroïdiennes, c'est quand même très dur. Tu es enfermé dans l'hôpital, tu es nucléaire, donc c'est-à-dire qu'ils te mettent une gélule radioactive dans la bouche que tu avales, et tu es radioactif pendant 3 semaines, un mois. Donc, impossible de t'approcher de qui que ce soit. Pendant 3 jours, tu es enfermé, tu es en isolement total à l'hôpital. Pour te donner à manger, ils te donnent à manger dans un sas, ils ferment la porte, ils tapent à la porte. La personne n'est pas, l'infirmière part, tu arrives, tu ouvres, tu prends en fait, t'es comme en prison, si tu veux. Et pendant 3 jours, dans un état, donc j'étais à HS, quoi. J'étais complètement à HS. Et, et c'est là où, où c'est drôle, c'est que j'avais pris une corde à sauter
parce qu'on m'avait dit que sans hormones, tu pouvais grossir. Et j'étais en intersaison et il fallait que je revienne en forme. Donc, je me faisais des séances physiques à la corde à sauter. Et même qu'à des moments, je me souviens, à deux doigts de m'endormir sur la corde à sauter, je jetais la corde à sauter, je m'endormais sur le lit. Et dès que je me réveillais, parce que j'étais dans un état lamentable, je reprenais ma séance physique. J'étais dans cet état d'esprit, on lâche rien, et puis on verra à la fin, on fera les comptes, quoi. Ce qui est drôle, bah, en tout cas, c'est un petit clin d'œil du destin, c'est que tu te retrouves, donc là, tu es au fond de la gamelle, hein, clairement. Et Alors, justement, je suis au fond de la gamelle, mais oui et non, parce que on va dire que je physiquement, ça va pas, mais que tu as un objectif. Donc, ça, physiquement, je c'est. suis à la rue. Physiquement, je suis complètement à la rue, et je sors de là, je sors de ces 3 jours d'hôpital, je rentre en voiture chez moi, et je continue à me préparer, en fait. Je continue à me préparer, et j'arrive à l'intersaison. Toto Travers qui me récupère quand même, il me dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec le groupe? Est-ce qu'on le dit? On le dit pas, ça c'est avant de me soigner. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? On le dit, on le dit pas aux joueurs. J'ai dit non, j'ai dit, tu sais quoi, je me soigne. Laisse-moi gérer, laisse-moi gérer. Laisse-moi gérer, et même au médecin, je dis, je vais gérer. Mon père a pris le relais. On a appelé un chirurgien qui connaissait sur Montpellier. Donc, et j'ai géré avec ma famille, on a vraiment géré seul. Et je reviens à l'intersaison, et là, alors je pensais je savais que j'étais à la rue, mais pas à ce niveau-là quand même. Moi qui cours un peu Ouais. quand même, je me retrouve à faire le physique avec les piliers, mais en bas, vraiment en bas du groupe, tu vois. Mais par contre, avec une énergie et un enthousiasme, enfin, je me retrouvais, quoi. Je me retrouvais clairement. Et puis petit à petit, l'intersaison se fait, et je retrouve de la caisse, et je retrouve tout ça. Quand je revois, et je finis parce que quand je revois un an après le médecin nucléaire, il me dit, ouais, il me dit, je savais qu'il fallait que je fonctionne comme ça avec toi. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, normalement, on met entre 1 an à 3 ans à se relever d'une chirurgie comme ça. Il me dit, je savais qu'avec toi, il fallait pas te mettre de barrière, il fallait pas penser à ça, il fallait tout laisser faire. Et puis au pire, quoi, tu te serais reposé, tu te serais démerdé tout seul. Et moi après, en fait, moi après la chirurgie, je gambadais, j'étais à bloc, quoi. J'étais à bloc. J'étais à bloc. C'est peut-être justement parce qu'il te l'a pas dit. Il t'a pas dit ces Exactement. 3 ans, hein, que tu t'es dit, bah allez, go, et tu t'es pas fixé de limite. Euh, Aucun frein. pour déjà, formidable pour toi parce que c'était une épreuve. Formidable pour ton club aussi parce que cette saison-là, elle est exceptionnelle. Castres va finir quatrième du classement. Portée de fusil de Montpellier et du Racing, mais peu importe. Vous allez recevoir Montpellier en barrage, renverser Clermont en demi-finale à la Beaujoire à Nantes dans une ambiance en plus totalement surréaliste. Et puis il y a cette finale qui va se présenter, un peu inespérée pour le Castres olympique de l'époque, mais vous braquez personne, hein, c'est logique de vous retrouver en finale. Seulement en face de vous, c'est les Galactiques de Toulon, Johnny Wilkinson, toute l'armada, et clairement, vous êtes, c'est complètement con, mais les petits poussets, le petit village gaulois qui vient pour prendre une branlée en finale. J'imagine que cette image, elle doit arriver jusqu'au groupe. Est-ce que c'est un levier pour les Toto et Lolo? Est-ce qu'ils en jouent? Est-ce que on vous raconte cette histoire-là aussi à vous? Il n'y avait pas spécialement besoin de raconter parce que c'était inscrit dans tous les journaux. C'était, voilà, dans notre quotidien, on savait qu'on avait cette culture du petit poussé. Mais après, on n'avait pas besoin de ça parce qu'on était un groupe, hein, et on était un groupe qui était très soudé. Et tu vas dire, oui, toutes des équipes qui arrivent en phase finale, et même il y a des équipes qui sont à deux doigts de descendre, elles sont soudées, oui. Mais nous, il faut savoir que tous les joueurs, après cette finale, ou juste sur cette saison-là, il y a des joueurs qui émergent et qui deviennent internationaux. Donc, c'est-à-dire que sur la finale, effectivement, en face, on a les meilleurs joueurs du monde, clairement. Mais nous, notre équipe, même si les joueurs ne sont pas spécialement identifiés, il y en a beaucoup qui deviennent internationaux en suivant, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient quand même le potentiel. Et il y a quelque chose qui s'est créé, en fait, sur cette saison qui était extraordinaire. On avait un groupe où vraiment, on s'entendait bien tous. Tous. Il y avait très peu de personnes qui étaient à marge, qui étaient à l'écart de ce groupe, quoi. Avec une première ligne, je pense peut-être la plus lourde du championnat, avec Tomeopo Wiyongi, Brice Mack. Ouais. Allez, notamment, mais les fermer, faire mal à tout le monde.
C'est le plus gros pack avec lequel tu vas jouer, j'imagine. C'est le pack plus gros, mais le plus technique aussi. Parce que c'est pas qu'on était beaucoup plus costaud que les autres, mais parce que quand tu rencontres Sheridan et quand tu rencontres Kaleman en finale, Oui. t'as beau être costaud, quand ils jouent les Sudaf et quand ils jouent, bon, enfin, on n'était pas plus costaud qu'eux, hein. Par contre, voilà, on a tous travaillé collectivement pour. On s'est bien rendu compte que le 1 plus 1, ça fonctionnait pas. Il fallait vraiment être un collectif, il fallait vraiment travailler ensemble. Et, euh, et c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est une alchimie qu'on a réussi à trouver sur les phases finales, clairement. Ce match va être marqué par l'improbable, deux drops de Rémi Telles, qui a dû en mettre deux en carrière. Donc, C'est ça. c'est le destin qui frappe à la porte du Castre Olympique. Victoire 19-14 au Stade de France. C'est évidemment ton premier titre, ton premier Brennus. Qu'est-ce que tu te rappelles de ce match? Je me rappelle pas grand-chose. Je me rappelle de pas grand-chose, mais je me rappelle de l'ambiance et je me rappelle dans l'osmose dans laquelle nous étions et dans laquelle j'ai réussi à, par chance, j'ai joué, je sais plus de 70 minutes. Et je pense que j'ai commencé à me sortir de cette bulle à la 77, 78e, où le match était pratiquement gagné. Je crois qu'il marque à la 78e, si je dis pas de bêtises. Donc il y a 19-14, mais il y avait 19-7. Et il marque. Il marque même à la 81e, c'est-à-dire que le match est déjà terminé, quoi. Fin de match. Donc il marque très tardivement. Et en fait, je pense que j'ai commencé à me sortir un peu de ce but à 77-78e pour regarder où on était, clairement. Parce que quand tu prépares ton match, tu sais où tu es avant le match. Pendant le match, tu joues ton rugby. Et puis, avec la chance qu'on a eue, c'est-à-dire que 19-7 à la 80e, tu te dis que le match est gagné, quoi. Et donc, j'ai pu goûter et profiter clairement de cette ambiance et de là où on était clairement. Et ce moment-là, il est incroyable. Ce moment, il est incroyable sur les 3 ou 5 dernières minutes. Le coup de sifflet final, l'explosion de joie, les supporters, c'est vraiment une alchimie avec ces supporters qui avaient fait clairement les déplacements. Ils nous ont accompagnés parce que ben, ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas vécu de finale. Enfin, ce qui m'a marqué aussi, c'est que en sortant de chez moi pour aller à la finale, pour aller à l'aéroport, je croise une personne âgée de ma rue. Et puis, on ne se rend pas compte, on est un tourbillon de la vie en fait. C'est-à-dire que nous, on va jouer une finale. Ben, la semaine avant, on joue une demi. C'est normal, on a gagné, on joue la finale. Enfin, on est dans le truc. Et puis, je croise une personne âgée de ma rue qui me dit bon, ben, allez, Brice, on s'était très peu parlé, hein. Allez, Brice, elle m'attendait à la sortie presque que je passe à pied. Allez, Brice, il faut la gagner, cette finale. Et il me dit et je vais monter. Je dis putain, il avait allez, 80 balais à peu près. Il me dit oui, je vais monter parce que c'est peut-être la dernière que je vais voir. Et la dernière, c'était il y a 20 ans. Et là, il y a des choses qui se passent dans la tête à te dire putain, toi, tu as 30 ans, tu as 28 ans. Et lui, c'est sa dernière finale, peut-être. Et tout ça sont des choses qui se mettent en place et qui font vivre le moment en te disant c'est extraordinaire. Ce moment, il est extraordinaire. Cette saison, en plus, n'est pas un hasard, n'est pas un- une réussite sans lendemain, puisque la saison suivante, on va y revenir dans quelques instants, vous allez vous hisser à nouveau jusqu'en finale, à nouveau face au Galactique de Toulon, à nouveau vous allez faire le match, et cette fois vous allez vous incliner. Juste avant ça, 2014, c'est une année aussi charnière dans ta carrière, parce que ce sont tes premiers grands rendez-vous. Si je te dis 21 février 2014, ça te parle? Alors, je me souviens pas du tout de la date, mais je pense que tu fais appel à ma première sélection, c'est ça? Ou à l'appel, peut-être, Exactement. non? La Première première, sélection? la première sélection au Millennium dans un stade mythique avec le maillot des Bleus face à une génération galloise monstrueuse euh, Incroyable. qui avait gagné, qui va gagner. Euh, Forcément, ce premier rendez-vous-là avec le maillot des Bleus, j'imagine que c'est quelque chose de très marquant. Ça fait écho au petit garçon de 4 ans qui pleurait derrière la main courante pour jouer. C'était ton rêve, tu l'as déjà dit, je l'ai déjà lu. Donc, il y a quelque chose que tu n'as pas évoqué par contre, c'est la première Marseillaise avec ton papa dans les tribunes. Est-ce que tu y penses à ce moment-là? Mon papa, mon frère, malheureusement, ma maman n'était pas là parce qu'elle est décédée. Elle était décédée quand j'ai eu 18 ans. Donc, ouais, bien sûr. Et tout qui se bouscule, j'imagine, dans un grand moment. Il y a tout qui se bouscule. Il y a ma compagne qui est devenue ma femme entre-temps. Donc,
Ouais, il y a tout qui se bouscule. Et puis, tu te dis, et comme je te dis, comme je ne me pose pas spécialement de questions sur l'avenir à ce moment-là, je me dis, pour moi, ça fonctionne au mérite. Si tu mérites, tu y seras. Et voilà, je me suis battu, j'ai donné tout ce que j'avais à donner et j'ai réussi à avoir quelques sélections. Et cette sélection, clairement, oui, sur l'annonce, voilà, j'ai pleuré. Sur la Marseillaise, j'ai pleuré. Moi, qui suis quelqu'un quand même assez pudique. Mais là, ouais, c'était quelque chose qui sortait du cœur, clairement. Et comme tu dis, c'est tellement il y a eu tellement de chemin parcouru, en fait, entre le cancer, entre les entraînements, entre les sacrifices, entre les choix de carrière, je suis quand même parti de la maison, j'avais 14 ans, mais comme beaucoup, mais moi, ça a matché. Moi, ça a réussi, et parce que je sais pas, j'ai pas d'explication formelle à donner, mais je sais pas pourquoi je l'ai eu par rapport aux autres, mais je sais pourquoi je l'ai eu par rapport à moi, parce que j'ai travaillé, parce que je me suis toujours remis en question. Et cette sélection, elle est incroyable, parce que ce stade, il est extraordinaire. Tu es dans un gymnase à 80 000 ou 100 000 personnes. Il y a une ambiance de folie. Et il faut rappeler qu'il y a quelques années avant, j'étais en Pro D2, et comme je te disais, je jouais contre, tu l'as très bien dit, contre Tarbes, contre entre guillemets, des clubs de Pro D2. Donc, voilà, il y a tout ça qui revient dans la tête, et c'est un moment qui est incroyable. C'est un moment qui est incroyable. Je parlais de ton papa parce qu'il va dire un truc très beau. Il va dire, c'est un conte de fées. C'était le premier à nous dire, ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir et je vais revenir. Il a un mental de fer. Il donne des leçons pour tout le monde. Plus c'est dur, plus c'est bon pour lui. Euh, Ben, c'était c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire que là où tout le monde pense que c'est dur, moi, si je vois un truc positif, pour moi, c'est pas dur en fait. C'est pas dur de se lever le matin pour aller faire des footings. Pour moi, c'est pas dur après le footing, d'aller faire une séance de muscu. C'est pas dur d'aller lasser. C'est pas dur de s'amuser au rugby. Et c'est ce que je t'ai dit en préambule, en te disant que à partir du moment où il y a ce côté jeu, plaisir, euh, pour moi, c'est pas dur. Ça peut pas être dur. C'est pas vrai. Le cancer n'a pas été dur parce qu'il y avait le rugby autour. Je me levais chaque matin, j'allais courir, j'allais trucs pour le rugby. Pour le rugby. Et il n'y aurait pas eu le rugby, je sais pas comment je l'aurais vécu. Mais avec le rugby, en fait, c'était mon appui, c'était mon exutoire. C'est ce qui m'a fait tout sortir et c'est ce qui m'a fait m'épanouir et m'exprimer. Après, je m'exprimais d'une manière un peu peut-être particulière, mais, un peu mais brutal c'était peut-être, mais un peu brutal. Mais le jeu en vaut la chandelle, carrément. Et ce que dit mon père, oui, plus c'est dur et plus il montre des choses, oui. Mais en fait, pour moi, c'était pas dur. C'était pas dur de se lever le matin, quoi, carrément. Derrière, première titularisation avec les Bleus face à l'Écosse, au Stade de France, Marseillaise à nouveau, à domicile, et puis avec le 2 dans le dos. Donc là, une première pour apprendre, une deuxième pour passer devant. Et puis une dernière sélection, cette fois un chef-d'œuvre du rugby français. Cette défaite en Australie 6-0, orgie de jeu formidable. Incroyable. Euh, c'était incroyable, on s'est régalé, c'était super. Je me rappelle de la conférence de presse de Philippe Saint-André après le match qui dit il faut mettre des ballons dans le coffre de la voiture, il faut qu'il se fasse des passes. Enfin, il vous assassine. Là, c'était, là, En c'était, plus, ouais, ouais. il fait cette conférence de presse dans une cave hyper glauque. Enfin, c'est les bonnes années de l'équipe de France que tu as connues. Ça faisait plaisir. Ouais, c'est ça. Et puis, non, non, mais clairement. Non, l'ambiance, elle était. Il y avait des bonnes personnes, il y avait des bons mecs, il y avait des. euh, Franchement, les mecs, même si ça se ressentait pas, mais ils se filaient sur le terrain, on se filait tous sur le terrain, et ils donnaient tout ce qu'ils avaient à donner. Après, Il y c'était avait une mal super donné. équipe. C'est là où on voit toute l'importance de la confiance. Parce que sur le terrain, Guillaume Guirado, Rabat Slimani, Yann Maestri, Nyanga, Chouli, Dussautoir, Para, Thalès, Fofana, Bastaro, Huget, Dulin, Médard, enfin, c'est des super équipes. C'est juste que vous aviez un niveau de confiance à zéro. Donc tout est dur. À zéro. Tout est dur et là où je m'en veux un peu, c'est que de par un peu mon âge et un petit peu mon expérience, j'ai pas réussi à apporter un peu cette maturité que j'aurais pu avoir et que j'avais avec le Castre Olympique. Et du coup, c'est ce qui m'a grillé au niveau international et à juste titre. C'est-à-dire que, comme je te disais, quand j'étais à Agen et la première année à Castres, j'étais pas bon.
Et comme je fonctionne en méritocratie, ben, c'était pas bon, tu dégages. Et c'est ce qui s'est passé en équipe de France. J'ai pas été bon, mais j'ai dégagé. Et c'est comme ça. Il faut se remettre en question. Et peut-être que j'avais pas le niveau. Ça, ce sont des questions dont j'aurai jamais les réponses. Mais ce Non, qui est puis sûr, c'est que voilà, puis tu étais en concurrence, en l'occurrence, avec le capitaine de l'équipe de France, Guillaume Guirado, bien et sûr. avec Benjamin Kaiser, notamment, qui avait à peu près les... bon, je ne sais pas si on peut dire les mêmes qualités, mais vos points forts se ressemblaient. On Euh, était un profil, ouais, on était un même profil, ouais, bien sûr, voilà. bien sûr, bien sûr, Donc, bien sûr. je ne sais pas s'il y a eu un avantage à l'âge ou le fait que, mine de rien, il disputait aussi des gros matchs avec Clermont à ce moment-là et Castres, après cette deuxième finale, a eu des résultats un peu en deçà. Enfin, il peut y avoir mille explications, mais je vois bien que tu n'es pas amer, quoi. Et c'est tout à ton honneur parce que quand tu Ouais. mets tes doigts à l'équipe de France, tu pourrais avoir les boules de ne pas y retourner. Je sens que c'est pas du tout le cas, quoi. Et juste pour finir avec cette deuxième saison au plus haut niveau avec le Castres Olympique, cette deuxième finale et ce rendez-vous malheureusement qui se conclut par une défaite en finale, c'est plus dur à digérer une défaite en finale qu'une élimination en barrage ou que qu'est-ce qui prime, la déception de ne pas toucher le bout de bois ou la fierté d'être allé à Paris une nouvelle fois? Avant le match, je t'aurais dit que quoi qu'il arrive, on est allé en finale, la saison est réussie. C'est mon discours et c'est comme ça, comme je te disais, je suis très solaire et je vois toujours les choses de manière très optimiste. Malgré tout, le fait de ne pas avoir touché le bout de bois alors que tu es en finale, la finale, une finale serrée, une finale un peu âpre, mais qui peut basculer d'un côté comme de l'autre, euh, grosse rancune, encore du mal à en parler parce qu'en fait, on te l'arrache des mains, en fait, ce bouclier. Et là, j'étais pas plus solaire que ce que j'étais d'habitude. Et ouais, c'est amer. C'est amer. Alors, je pense qu'il vaut mieux perdre une demi que perdre une finale, franchement, parce que la finale, t'y es clairement. À la demi, t'y es toujours pas. Après, attention le contexte, attention, je sors ça, c'est un peu une discussion de comptoir, mais de Ah, mais perdre une finale, franchement, je partage c'est ce point. cruel. Parce que Ouais. la finale, tu passes à côté du Brennus, quoi. Tu le vois, tu le Ouais. touches, tu peux le sentir, quoi. Il est là. Alors que la Il est demi, là. tu perds en demi, tu sais que tu vas pas à Paris, tu sais que les supporters, ils se déplacent pas, parce qu'il y a le poids aussi il y a 30 ou 40 000 personnes qui sont venues parce qu'ils y croient comme toi. Et donc, bah, d'un coup, il y a digérer ta propre déception et puis être confronté à celle des gens que t'aimes. Et ça, c'est Celle dur. des gens que t'aimes, ouais, des gens que t'aimes, des supporters qui t'ont suivi même quand c'était dur, de tes familles qui se sacrifient. Tu sacrifies tout le monde quand tu joues. Tu passes moins de temps avec ta famille, tu passes moins de temps avec personne. Les Noëls, ben, tu joues. Enfin, c'est un calendrier qui est complexe. Attention, on se plaint pas, hein. Quand tu es joueur, tu te plains pas. Mais c'est dur. Et le seul moment, enfin, l'un des moments que tu as pour le rendre un peu à tout ça, que moi j'ai eu la chance d'avoir, ben, c'était un Brennus. Ça a été une finale, ça a été des moments extraordinaires. Et ce qui est dur à ce moment-là, c'est que tu dis, putain, on était à ça et c'est pas passé. Et ce qui est dur aussi, c'est de voir d'autres personnes que toi, une autre équipe, lever ce bouclier, avoir un engouement qui n'est pas le tien. Et tu te sens un peu tâche dans cette fête. Et c'est plus ta fête. C'était ton moment, c'était le moment du groupe, c'était le moment du club. Et ça ne le devient plus, on te le prend, tu l'as bien vu là, regarde, il va partir là-bas et toi tu vas rester là. Et c'est dur, c'est très dur ouais, cette finale, elle a été dure. Elle a été dure. D'autant que tu y as déjà goûté, tu sais ce que c'est. Tu sais ce que C'est c'est de ça, pouvoir ramener le bouclier dans ton village, tu sais ce que c'est. Et donc, tu sais aussi tout ce que tu ne vas pas vivre là pendant les quelques semaines qui vont c'est s'enchaîner. ça. Et puis, il y a aussi un truc, moi, que je trouve extrêmement cruel, c'est le protocole où tu es assis sur la pelouse et tu dois regarder les gars qui viennent de te battre, monter, soulever le Brennus, être content, et tu dois faire bonne figure, quoi. Tu peux pas te tirer au vestiaire et dire, bon, ben, moi, je m'en branle, je vais Eh pas ben, regarder. c'est à ce moment-là, ouais, ben, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte de tout ce que je t'ai dit, parce que dans un premier temps, j'étais plus aller consoler un peu les mecs, parce que comme je te dis, hein, je cherche du positif partout, et je me dis, bon, allez. Et puis à un moment donné, ben, une fois que tu as fait le tour de tout le monde, deux, trois fois, que bon, ben, tu t'assois, tu dis, bon, on va profiter quand même du moment, t'es au Stade de France. Et là, tu lèves la tête et tu vois des grands noms, attention, hein, qui le méritent amplement, hein, des Wilkinson, des Guito,
qui lève des Sébastien Bruno, qui lève le bouclier là où tu aurais pu, dû être. Et, euh, et c'est là où c'est dur. C'est là où c'est très dur. Juste pour rappel, en face, c'est les Avengers. Dylan Ouais. Armitage, Drew Mitchell, Bastaro, Guito, Abana, Wilkinson, Tyus Board, Armitage, Fernandez Lobé, Juan Smith, Ali Williams, Bakis Bota, Eman, Burden, Choki. Et sur le banc, c'est Chaud, hein. du même acabit. Sans faire offense au Castres Olympique qui aligne une très belle équipe, c'est quand même très difficile de pouvoir faire le match avec la sélection mondiale quoi, en face, quoi, hein. C'est énorme. Non, 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 c'est Et, énorme. et vous ne perdez que de 8 points. Vous êtes mené 2 points à la pause. C'est un match d'une rudesse totale. Et malheureusement, et on va conclure là-dessus, vous vous inclinez en finale. C'est un prêté pour un rendu. Vous vous êtes imposé l'année d'avant, 2013-2014. Le Brennus revient à Toulon. Vous n'aviez pas gagné depuis 20 ans. Il n'avait pas gagné depuis 23 ou 24 ans, je crois. Donc, bon, je ne vais pas dire que tout est bien qui finit bien, malheureusement pour toi, mais Non, c'est sûr. l'histoire est belle quand même. On arrive malheureusement pour nous, Brice, à la fin de ta carrière. Tu vas faire 3 saisons supplémentaires au Castres Olympique, qui va te remercier, qui va te dire qu'il ne compte plus sur toi. Et tu fais un petit appel du pied dans un article, dans un journal pour dire, eh, moi, je suis catalan, je joue à Ouais. Perpignan, pourquoi pas, ça m'intéresse. Et, et tu vas signer à l'USAP. Tu vas signer à Perpignan. On ne le sait pas encore, malheureusement, ça va pas faire. Mais à ce moment-là, tu dis un truc assez rigolo. Tu dis un peu comme quand tu es un cochon, tu rêves de mourir à Bayonne. Tu dis un rugbyman catalan ne peut être pleinement satisfait s'il n'a pas joué à Perpignan. C'est ce que tu ressens à ce moment-là? Tu as envie de jouer pour l'USAP parce que c'est chez toi? Ouais, et je suis toujours pas satisfait. Bah Et oui, je suis parce toujours que, pas satisfait. parce que le destin est coquin. Tu vas signer à l'USAP, mais tu ne vas jamais y jouer en raison C'est ça. d'une blessure au cervical. D'ailleurs, un peu brutal parce que tu vas faire le tour des médecins. Perpignan, évidemment, Bordeaux, Montpellier, ils sont tous formels. Bah, le rugby, c'est fini pour toi. Tu peux finir tétraplégique en gros. Donc, tu mets le clignotant. Cette fin que tu n'as pas voulu, tu l'as digérée. Non, 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 clairement non. Je vais sortir de grandes phrases, hein, mais c'est quelque chose qui passe pas, mais tu apprends à vivre avec. Tu l'oublies, tu n'y penses pas, et puis il y a des moments comme aujourd'hui et compagnie où tu en parles, Mais non, 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 c'est quelque chose qui, dans l'accomplissement personnel, non. Ça passe pas, ça passe pas. J'étais en top 14. Je finis sur un quart de finale avec Castres, où je suis titulaire face à Toulon. Et tu dis, bon, ben, écoute, je signe 3 ans dans mon club de cœur, dans le club que j'aime, clairement. Quand tu es catalan, l'USAP, tu l'aimes. C'est une obligation. C'est comme ça, que tu le veuilles ou non, ça fait partie des mœurs. T'as l'USAP et t'as Barcelone. C'est comme ça. Sinon, tu renies un peu ta famille, tu renies un peu tout le monde. Et puis en fait, tu te dis que tu peux rien leur donner. Donc c'est terrible, c'est très dur. Et puis en fait, c'est la façon dont c'est arrivé en fait. Euh, on avait préparé donc le déménagement. Bon, voilà, comme tout le monde. Et le jour de mon déménagement, donc j'avais des déménageurs qui arrivaient à 9h. Moi, j'étais à 8h30. Il y a le médecin de l'USAP qui m'appelle, qui me dit écoute, Brice, il faut qu'on se voit suite à ton IRM cervical. J'ai dit, écoute, j'ai organisé mon déménagement, c'était mercredi. Je lui dis, on doit se voir lundi, on se voit lundi, il n'y a pas de souci. Il me dit non, il me dit, t'as pas compris. Il faut qu'on se voit de suite parce que voilà, il faut qu'on parle. Je dis, bon, ok, j'ai compris. Il n'y a pas besoin pas besoin de passer autour de passer 3 heures au téléphone pour le comprendre. Et je dis à ma compagne, je lui dis, écoute, réceptionne les déménageurs. Euh, et puis, Il y a peut-être un petit changement dans le plan. peut-être un petit changement d'emploi, mais réception des déménageurs. Elle me dit non, je sens pas. Je dis bon, ok, j'attends les déménageurs avec toi, donc j'attends une demi-heure. J'ouvre le camion, je donne mes deux, trois consignes qui ne servent à rien, mais c'est plus pour soulager madame que pour faire quoi que ce soit. Et je pars à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, il me fait comprendre que il faut que j'aille à Bordeaux pour voir ce qu'on fait au niveau des cervicales. Et j'ai dit, mais attends, mais c'est si problématique que ça. Il me dit oui, oui, oui,
tes cervicales sont pas bien. Je dis, mais comment ça? Il me dit, bon, écoute, il me dit, moi, je suis médecin, hein, je suis Pas pas spécialiste spécialiste. des cervicales. Il me dit, j'aime je préférais que tu ailles voir le professeur Bernard, qui en plus le professeur Sénégas, enfin, c'est un disciple du professeur Sénégas qui opère des cervicales. Et donc, il me dit, je veux que tu ailles voir le professeur Bernard. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Je lui dis quand? Il dit, ben maintenant. Je dis, bon, OK, très bien. Donc, j'appelle madame. Je lui dis, bon, ben écoute, je vais à Bordeaux. Elle me dit, ah bon, donc madame en détresse complètement, Oui, qui est en bah, train de déménagement. et puis Perpignan-Bordeaux, c'est évidemment à côté. Tu sais que tu en as pour 2 heures, quoi. L'aller-retour facile, quoi. Ah ouais, c'est du 4h30 sans forcer, quoi. Donc, je pars là-bas et là, ben, le professeur, pas compliqué, on commence à discuter. J'y crois pas. Je dis, c'est pas possible, enfin, c'est pas possible. Avec mon rugby, avec pas de douleur, ou des douleurs que j'avais depuis toujours, en fait, parce que je m'étais fait opérer jeune, hein. Je dis, pff, attends, il s'est rien passé de spécial, là. Qu'est-ce que voilà, j'étais dans un rêve un peu cauchemardesque, quoi. J'étais plutôt dans un cauchemar plutôt que d'un rêve. Et je dis, je veux pas l'entendre. Et puis le professeur, je pense qu'il a compris un peu cette réticence. J'étais très calme, hein, je n'étais même pas énervé ni rien. Il me dit, écoute, on va regarder l'IRM, et puis je te fais dérouler. Là, il me fait dérouler donc les cervicales avec tout. Et puis là, il n'y a pas eu besoin de m'expliquer. Je commence à avoir les larmes qui commencent à couler. Il me dit, je pense que tu as compris. En fait, j'ai la moelle épinière qui est complètement serrée, quoi. Elle est comprimée. Il me dit, tu prends un pet là. Il me dit, c'est fini, t'es tétraplégique. Donc là, je fais le retour en larmes, j'appelle ma famille hein, en leur disant bon, que c'est fini, quoi. Donc là, ça a été arrêt brutal du jour au lendemain, et puis sans trop savoir quoi faire, quoi. À ce moment-là, tu as 30 ans, 31 si je dis pas de bêtises, Ouais, 30, 31, ouais, ouais, j'étais jeune, ouais. ce qui est trop jeune pour pouvoir réellement arrêter sans regret, parce que tu l'as pas décidé, parce que c'est l'année où tu vas enfin jouer pour l'USAP, et parce que, je te le répète, tu es malheureusement trop jeune pour que ce soit facile balayé d'un revers de main. Il me reste quand même 3 petites questions par rapport à ton parcours, à ce que tu as connu. Juste avant ça, pardon, juste avant mes 3 dernières questions, reste que Perpignan, tu vas quand même y évoluer en tant qu'entraîneur, puisque tu vas prendre en charge les Crabos de Perpignan, Mm. Ouais. puis Chambéry, où je vis, puis, je vis en Savoie, c'est pour ça, puis Narbonne, où tu es aujourd'hui entraîneur des avants. Ça te plaît, ce rôle d'entraîneur, la transmission? Ouais, ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît énormément. Ce rôle de transmission, il me plaît énormément. Après, il est dur. Il est encore plus dur que Oui, joueur. Et là, tu n'as pas d'exutoire. C'est-à-dire que le seul exutoire, c'est 5 minutes quand le match est terminé, quand tu as gagné. Tu as 5 minutes où tu es content, où tu bois un coup, tu traînes un peu. Et 6 minutes après le match, tu bascules sur l'autre match. Comment aborder la semaine, quel discours tu vas tenir, quelle orientation. Donc, il est dur. Il est dur et je pense qu'il est encore plus dur pour la famille. oui, parce Parce qu'il y que, a beaucoup de frustration, beaucoup de... Et puis, quand c'est tu es ça. joueur, tu as des missions. Entraînement, récupération, performance, compétition. Mais des fois, tu rentres et tu n'as rien d'autre à penser que de passer le moment avec ta famille. C'est Alors qu'il y ça. a toujours une petite musique dans ta tête sur est-ce que si on faisait comme ça, ce serait pas mieux? Mais C'est je... exactement ça. Non, mais c'est exactement ça. Tu as très bien résumé. C'est-à-dire que quand tu es joueur, ben, une fois que tu t'es vidé sur le terrain, même si ça s'est mal passé, tu passes une mauvaise journée, 2 mauvaises journées. Après, bon, tu te rentraînes, ça disparaît. Coach, c'est pas ça. Coach, c'est jour-nuit. Voilà, il y a toujours ça tourne toujours à te dire est-ce que ma semaine a été bonne? Est-ce que j'ai apporté ce que j'aurais dû apporter? Est-ce que j'ai pas apporté ce que j'aurais dû apporter? Est-ce que j'aurais pu mieux l'apporter? Est-ce que j'ai fait cet entraînement? Est-ce que j'aurais dû le faire? Enfin, voilà, ça s'arrête jamais. Sauf qu'autour de toi, ben, la vie, elle continue, quoi. Et puis, tu as ta famille, tu as ta femme, tu as les gosses, t'as la famille un peu plus, un peu plus. Et là, mon objectif vraiment, c'est de vraiment basculer et de couper. J'y arrive toujours pas, mais au moins de couper et de profiter du moment présent parce que la vie est Compartimenter. belle, quoi. Ouais. Compartimenter, c'est très difficile.
C'est très dur. C'est très Ouais, dur, mais c'est primordial parce que les gosses, ils grandissent, quoi. Et ouais, bien sûr. puis, la vie de famille, maintenant, et dans 10 ans, ce sera pas la même. Donc, il faut en profiter maintenant, quoi, clairement. Il me reste trois petites questions, Brice. La première, en 2013, dans un très bon article de La Dépêche, c'est écrit dans son jardin secret, il est aussi en train de concrétiser un rêve de gosse, apprendre à jouer de la guitare. Et il te cite, j'ai repris la guitare de mon père il y a longtemps, j'avais commencé à prendre quelques leçons, mais je m'étais juré de m'y mettre sérieusement un jour. Bon alors, tu joues de la guitare ou pas? Non, toujours pas. C'est pas Toujours vrai! pas. Ah, je suis catastrophique, hein. Je suis catastrophique, hein. Et tout mon temps à Castres, j'ai fait, je crois, 6 ans à Castres. J'ai dû prendre 4 ans de cours. Je crois que, je crois que mon prof de guitare, il a fini par se suicider parce que j'étais Oui. aussi mauvais 4 ans avant qu'à la fin de mes cours de guitare. Bon, Donc, au moins, t'as essayé, quoi. T'as pas lâché. T'as pas Oh, ouais, juste dit ça pour j'ai pas lâché, l'article non. parce que tu voulais te la péter parce qu'il y avait une guitare accrochée, quoi. Il y Ah, avait une peut-être vraie aussi, ouais. volonté. Peut-être aussi. Non, 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 mais non, 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 j'ai pas réussi à franchir le cap, mais c'est toujours pas sorti de ma tête, hein. Ok, J'ai des idées quand même. Quand j'ai une idée dans la tête, elle est dure à me l'enlever. J'ai mon fils qui arrive là. J'ai mon fils qui arrive, il a 8 9 ans. J'essaye d'un peu de la pâter sur la guitare. Et je pense que je vais lui en offrir une pour redémarrer les cours avec lui. trop cool. Les deux dernières questions. La première, c'est une question qui est un peu moins légère. C'est qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de Brice Mack, le joueur de rugby? C'est une question qu'on ne se pose pas tous les jours, ça. Mais j'aimerais qu'on retienne de moi, en fait, que j'étais quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle, hein, qui, peu importe ce qui se passait, peu importe ce qui arrivait, tu pouvais compter dessus. Et et que les coéquipiers se disent, je sais qui j'ai à côté de moi, quoi. Je sais où on va, je sais avec qui je vais, et si c'est dur, c'est lui que je vais prendre. Donc, moi, j'aimerais qu'on dise ça, et ouais, ouais, parce que dans les années un peu sombres de Castres, quand il a fallu re-signer, alors que c'était compliqué, on était antépénultième, on n'a failli pas descendre. Oui, sûr, on a failli descendre, on s'est sauvé à 2 journées de la fin. Je pense que j'ai fait l'une de mes plus grosses saisons avec le Castres Olympique. C'était dur, c'était très dur. À la maison, c'était très dur après le rugby. Voilà, c'est quelque chose qui nous poursuivait. Voilà, je pense que c'est ça que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est que peu importe ce qui se passe, il est toujours régulier, il est toujours à 100% de ses moyens, quoi. Il donne tout ce qu'il a. Il a un cœur énorme et il donne tout ce qu'il a. Ma dernière question, c'est la question que je pose à tous mes invités. Je finis toutes les interviews comme ça. Pas très original, mais je trouve qu'elle est belle. Tu as disputé 11 saisons professionnelles, tu as été champion de France, tu as même joué avec le 15 de France. Tu as fait 267 matchs pro, le tout malgré les blessures et surtout un cancer. Est-ce que quand on fait le bilan de ce que tu as traversé, de ce que tu as accompli, tu es fier de ce que tu as fait? Oui, très fier, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais, clairement, c'est parce que c'était pas donné en fait. J'ai eu des hauts, j'ai eu. Ça a été un peu, et tu l'as très bien dit hein, pendant le podcast, une année pour regarder, une deuxième année pour être là, et j'ai eu des très hauts et des très bas. Il y en a pas beaucoup qui peuvent dire que chaque fois qu'il est parti de 3 clubs, les 3 clubs ils ont coulé, ou ils sont descendus. Il y en a deux qui ont coulé. Enfin, ouais, ouais, tu serres les fesses, tu dis, putain, ça passe juste derrière moi, j'ai réussi à m'en sortir, mais voilà. Et comme de jouer un titre, de jouer une finale, et l'année après, tu joues presque la descente. Et puis tu es toujours là, et puis non, non, c'est, c'est une fierté d'avoir pu récolter ce que ce sport a, ce que ce sport a de plus précieux et d'avoir eu la chance de pouvoir le vivre et de pouvoir travailler avec ça, ouais. Clairement, c'est une grande fierté. Tu penses que tu seras source de fierté pour tes enfants aussi, parce qu'ils sont petits encore? Est-ce que il te tarde le moment où tu pourras leur expliquer clairement et leur montrer peut-être un peu? Je, je, je pense pas trop à ça, mais moi, ce que je veux que mes gosses retiennent, c'est que quand on dit quelque chose, on le fait, ou du moins on fait tout pour le faire.
On se donne les moyens de le faire. Tu n'y arrives pas, hein, mais au moins tu t'es donné les moyens pour essayer d'y arriver, pour y arriver. Tu n'as pas réussi, tant pis. D'avoir aucun regret. Et ce que je veux qu'on retienne mes gosses, c'est que mon père, même s'il avait beaucoup de boulot, ben, il était quand même présent. J'ai passé voilà, c'est de créer des souvenirs avec mes gosses, d'avoir une vie de famille la plus saine possible, et de se dire que malgré les tempêtes qu'on peut avoir dans la vie, si tu es soudé, si tu es serré, tu baisses la tête, hein, et quand la tempête elle est passée, il y a le soleil, tu lèves la tête et tu prends le soleil, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Brice Mac. Merci à toi, Pierre. Voilà, c'était Brice Mac, le guerrier de Poyestre. Je sais pas comment mieux vous le dire que, franchement, j'ai kiffé. Une nouvelle fois, un joueur simple, authentique. Alors j'espère que vous aussi, vous l'avez ressenti. Ce podcast, mine de rien, c'est prendre dans le buffet des vies entières, hein, des émotions puissantes, des regrets éternels, des amours sans limite. Et moi, je trouve ça formidable. Vous connaissez la chanson, je vous le fais à chaque fois. Si tu aimes, tu likes, tu t'abonnes pour rien louper, pour faire des trucs et des machins qui me rendent beau, riche et célèbre. Et puis si t'aimes pas, tu mens. Puis à la fin, je suis riche et célèbre quand même. Un grand merci à celui qui paye le podcast Legendary Plays. Parce que clairement, j'ai un patron qui me laisse faire tout ce que je veux comme je veux et ça n'a pas de prix. Alors merci Philippe, merci Mehdi et merci à tous les gens qui permettent à ce podcast d'exister encore. Et comme on ne sait pas combien de temps ça va durer, on en profite. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rugby Brut.